Jardin pédagogique, développement durable, éducation à l'environnement. Cette semaine, dans Chemin de traverse, je vous emmène à la maison de la vie rurale de la Flosselière. Vous allez le voir dans un paysage enchanteur du Haut-Bocage vendéen. Bonjour Louis-Marie. Bonjour. Alors vous êtes le président de la maison de la vie rurale que l'on appelle aussi le centre permanent d'initiative pour l'environnement. Alors c'est quoi l'esprit du lieu ? Alors, Maison de la vie rurale, donc c'est l'association qui a été labellisée Centre permanent d'initiative pour l'environnement en l'an 2000. Un centre permanent pour l'environnement, il a une fonction en fait d'être un peu un animateur de territoire. Il accompagne des projets d'aménagement du territoire avec les élus du territoire. Voilà, il amène son expertise technique. Nous, les salariés qui sont les 12 salariés du CPE aujourd'hui sont tous des gens qui sont des spécialistes sur des questions environnementales précises, soit en faune, soit en flore. Et l'autre partie des salariés a une spécialité en matière d'éducation à l'environnement. Voilà. On a beaucoup de bénévoles ici aussi. Il y a 350 bénévoles qui gravitent autour du CPIE. Ils font quoi ces bénévoles ? Alors, un certain nombre d'entre eux sont très actifs sur les différentes actions que le CPIE met en place. Une partie des bénévoles aussi nous soutient parce qu'ils adhèrent au projet du CPIE, mais sans être vraiment des gens qui sont en présence permanente ici. Et puis on a toute une catégorie de bénévoles qui viennent ici aménager le site, aider à l'aménager, et surtout, ce sont tous des gens qui ont une petite expérience personnelle en jardinage et qui viennent mettre ici, confronter ici leur expérience, donner des idées aussi pour l'aménagement du jardin. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Alors dis-moi, quel conseil toi pourrais-tu donner à ceux qui souhaiteraient se lancer pour la première fois dans la réalisation d'un potager, surtout face à ce dérèglement climatique avec des étés de plus en plus chauds Est-ce qu'il y a des astuces ? J'imagine que oui. Alors c'est d'avoir une approche vraiment globale, mais le premier conseil qu'on peut donner, c'est prendre soin de la terre. Être conscient que le sol, c'est très vivant, que c'est le support de vie de tous les légumes. Et ce n'est pas uniquement un substrat dans lequel vont pousser les légumes, mais c'est vraiment un milieu de vie. Et pour ça, il y a quand même un certain nombre de pratiques à mettre en place. Et c'est ce que vous faites voilà, ici. C'est ce qu'on fait. Donc déjà, l'organisation du potager avec un système de plate-bande. On ne marche pas sur la terre. Prendre soin de la terre sans marcher dessus déjà. Avec système de planches ou de plate-bande qui me permettent de cultiver de manière assez simple et assez ergonomique. Et puis après, c'est vraiment rajouter... apporter de la matière organique, revaloriser tous nos déchets verts sur place. Ça peut être des tontes et de vraiment gazon. Prendre soin. Alors, ça peut être des tontes de gazon. Donc nous, tous nos déchets... du broyage. Voilà, tous nos déchets passent sur le terrain. Donc c'est le broyage, c'est les feuilles mortes, c'est les déchets de tonte, ça peut être le foin, la paille. Mais tout ça va permettre de nourrir le sol. D'éviter évidemment l'évaporation de l'eau, parce qu'avec ces canicules à répétition, ça c'est un des enjeux majeurs évidemment d'économiser l'eau. Et puis surtout, quand il va y avoir de fortes accumulations pluviométriques, eh bien, le sol sera beaucoup moins tassé. Et là on le voit bien ici, donc il n'y a eu aucun travail de sol. Et grâce à la protection, on voit bien que le sol, donc déjà il est humide, alors que ça fait quand même quelques temps qu'il a pas plu. Il est souple et les racines des plantes vont vraiment pouvoir s'installer très profondément. Nous sommes le 4 juillet. Oui. Ce potager il est magnifique. Nous avons, parmi tous ces légumes qui nous entourent, quelques curiosités locales. Qu'on va pouvoir aller voir. Ouais. Donc on cultive environ 150 variétés de légumes différents. L'idée, c'est de participer à la conservation de la biodiversité domestique et donc légumière. Et on essaye de susciter la curiosité par rapport à des légumes anciens, oubliés. Donc là, on a la laitue triolaise, a priori originaire de Trièze en Vendée, qui est une laitue d'hiver
vraiment intéressante parce qu'elle est très résistante au froid. Et puis ici, c'est le chicon de Vendée, qui est une laitue romaine, un peu plus croquante, mais vraiment extrêmement productive. Donc ça, c'est 2 exemples vraiment de variétés locales. On en a assez peu, donc on les cultive. On récupère les graines, on en refait tous les ans et puis surtout on les distribue à notre réseau de jardiniers amateurs parce que c'est aussi comme ça qu'on perpétue les espèces. Bonjour Pierre-Yves. Bonjour Grégoire. Alors tu es ici à la maison de la vie rurale de la Flosselière, chargé d'études, et tu vas nous dire pourquoi une haie comme celle-ci, celle qui est à notre droite, est si importante pour nous vivant en Vendée, parce qu'on a le Haut-Bocage, nous y sommes, et aussi une grande partie de la Vendée est très bocagère. Oui, donc effectivement, la haie, elle a vraiment un rôle majeur sur nos territoires. D'abord parce qu'elle fait vraiment partie de notre paysage. Notre paysage a été construit pour l'élevage et la haie, elle occupait une part importante dans cet élevage, notamment pour ses fonctions de clôture. Et puis aujourd'hui, on continue de lui découvrir des fonctions en termes de biodiversité, parce qu'on parle beaucoup d'érosion de la biodiversité. Et la haie est un vrai réservoir de biodiversité. Elle a des fonctions sur la qualité de l'eau, de filtre épurateur. Et puis, on parle de plus en plus de changement du climat ou de besoin de capter du carbone. Là, elle répond à tous ces aspects-là parce qu'elle nous donne de l'ombre, elle nous protège, elle a une capacité à capter du carbone. Donc la haie et l'arbre en général, c'est vraiment des milieux qui répondent à des enjeux très modernes en fait. On en a beaucoup coupé, fut une époque, lors du remembrement. La tendance est d'en replanter. Alors, effectivement, on en a beaucoup coupé. Nous, on n'est pas là pour dire qu'il ne fallait pas les couper à l'époque parce que les parcelles étaient petites. Il y avait un besoin de moderniser l'agriculture et donc de réouvrir un petit peu les paysages. On est plutôt là, nous, pour dire finalement, c'est quoi la bonne taille de parcelle? Quelle place on peut laisser à l'arbre en connaissant avec tout ce qu'on sait aujourd'hui sur l'arbre et sur la fonction de la haie, quelle place on peut lui laisser? Et donc, effectivement, on anime des programmes de plantation avec les agriculteurs. Et à l'échelle de chacune des exploitations, on se dit, voilà, l'arbre, je le mets où et comment je le positionne sur ma ferme. Voilà, c'est ça le principe. Tu nous emmènes où maintenant, Pierre-Yves? Alors, je vous emmène ici dans une pépinière qu'on anime et qu'on travaille avec une équipe de bénévoles. L'idée de cette pépinière, c'était un petit peu dans la continuité de ce qu'on vient de se dire autour de la haie. On s'est rendu compte que dans les fermes traditionnelles qu'on avait en Vendée, les exploitations étaient petites et donc les arbres fruitiers étaient très souvent dans la haie. Et donc, il y a eu tout un travail de conservation autour des variétés de fruits. Et il y avait plein d'arbres fruitiers dans cet ancien-là, donc des pommiers, des poiriers et des châtaigniers. C'est ce qu'on retrouvait le plus chez nous. Alors ce n'est pas une pépinière de vente. C'est pas une pépinière de vente, c'est vraiment une pépinière de conservation. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a rencontré un peu les gens dans le secteur qui connaissaient encore ces variétés. On a collecté ce qu'on appelle des greffons et on est venu greffer ici pour sauvegarder ces variétés et se dire que voilà, ça fait partie de notre patrimoine, au même titre que vous avez pu voir du patrimoine légumier avec Manu dans les jardins. Et là, nous sommes face à des tout jeunes poiriers locaux aussi. Ils viennent vraiment d'à côté, ceux-là. Alors effectivement, c'est vraiment des poiriers locaux et ils viennent vraiment d'à côté. La première étape de ce travail-là, ça a été, c'est un petit peu ce que je te disais tout à l'heure, d'aller rencontrer les gens pour qu'ils nous parlent des variétés. Et on s'est rendu compte qu'il y a une propriété très proche d'ici qui s'appelle le château de la Cacaudière, sur laquelle au 19e siècle, il y avait un passionné qui a produit pas mal de variétés, dont donc la Royale de Vendée, la Marie des Noux, la Délice de la Cacaudière, qui sont vraiment des variétés très locales. Donc nous, on en a retrouvé 2 sur ces 3-là, et notamment celle-là qui est la Royale de Vendée. Donc voilà, ça fait vraiment, là, pour le coup, partie de notre patrimoine, quoi. Le châtaignier fait partie de votre patrimoine, du patrimoine plus largement du Haut-Bocage vendéen. Nous avons des vieux spécimens ici qui nous entourent. Là aussi, c'est important de les conserver, de les greffer, de les maintenir. Alors, c'est important vraiment de la même manière que sur le poirier. On est sur un territoire où le châtaignier pousse très bien naturellement
et il en a été greffé des quantités très très importantes. On les a référencées en bonne partie là sur le haut bocage vendéen. Et il y avait des très grosses densités et une vraie économie autour de la châtaigne. Alors parfois on l'oublie, on a l'impression que les régions de châtaigne elles sont un petit peu loin de nous. Le haut bocage vendéen a été un territoire de production de châtaigne, de commercialisation de châtaigne. Et on peut tout à fait imaginer que demain, on revende aussi des châtaignes, des fruits locaux à partir de nos vieilles variétés locales qui ont l'avantage d'être très habituées à notre climat et qui ont la rusticité pour vivre ici tout simplement, quoi. La Maison de la Vie Rurale, c'est non seulement un lieu d'échange, de partage, ouvert à tous, et tout au long de l'année. Oui, effectivement, c'est vraiment un lieu qui a vocation à être ouvert à tout le monde, tout le temps. C'est-à-dire que les gens peuvent venir ici librement, se promener, profiter d'un moment. C'est vraiment l'objet de l'association, que le territoire s'approprie ce lieu-là. Et on a des rendez-vous importants comme les rendez-vous de la permaculture, je crois. Voilà, donc en complément de cette ouverture libre, eh bien, nous, on va proposer des temps forts, des animations qui peuvent prendre des formes très très différentes. Ça peut être le campus du bocage, où là c'est plutôt des temps en salle où des experts viennent nous parler de notre territoire. Et puis ça peut être des temps sur le terrain, comme les rendez-vous de la permaculture, où les gens vont venir apprendre à faire du jardin avec nous. Voilà, et ça peut être aussi tout un volet auprès des scolaires. On est ici dans un jardin qui a été fait au fil de l'année par les enfants, où les enfants viennent ici produire leurs légumes en animation avec nous. Ils sont accompagnés pour apprendre à faire du jardin. Et puis tout au long de l'année, ils pourront venir voir ici si leurs pommes de terre, leurs tomates ou leurs légumes ont bien poussé. Donc voilà, c'est vraiment un lieu ouvert à tous, un lieu d'éducation à l'environnement, de sensibilisation à l'environnement, qui a vocation à vivre par le territoire et par les gens du territoire. Bien, merci beaucoup Pierre-Yves, tout ça est très intéressant. Merci aussi à Emmanuel, à Louis-Marie, à toute l'équipe de la Maison de la Vie Rurale, à la Flosselière. Et puis quant à nous, on se dit à bientôt pour un autre numéro de Chemin de Traverse.